J'ai passé la majeure partie de ma vie à descendre dans les profondeurs de la psyché humaine, non pas comme un observateur distant, mais comme un explorateur de ma propre obscurité. Ce que j'ai découvert là, dans ces régions ombragées où la plupart craignent de s'aventurer, a fondamentalement modifié ma compréhension de ce que signifie être humain. Voyez-vous, nous ne sommes pas qui nous croyons être. Nous sommes infiniment plus complexes, plus divisés et paradoxalement plus entiers que notre esprit conscient ne peut le saisir. Laissez-moi partager avec vous ce que 40 années de pratique clinique et de confrontation personnelle avec l'inconscient m'ont enseigné sur la nature de la transformation. Quand les patients entrent pour la première fois dans mon cabinet de consultation à Cusnart, ils se présentent invariablement à travers un récit soigneusement construit. Ils parlent de symptômes, de relations échouées, de carrières qui ressemblent à des prisons. Mais j'ai appris à écouter non pas ce qu'ils disent, mais ce qui parle à travers eux. Derrière chaque mot se cache une ombre, derrière chaque geste se trouve une vie non vécue. Le problème présenté n'est jamais le vrai problème. Le vrai problème est qu'ils sont devenus étrangers à eux-mêmes, vivant comme des êtres partiels dans un monde qui exige leur totalité. J'ai découvert cette vérité non pas dans les manuels, mais dans ma propre crise psychologique. Après ma rupture avec Freud, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme une confrontation avec l'inconscient qui a failli me détruire. Des images surgissaient de profondeurs dont j'ignorais l'existence, des visions qui semblaient appartenir davantage à la mythologie ancienne qu'à un psychiatre suisse inondait mes heures de veille. J'aurais pu les rejeter comme des symptômes de psychose, et en effet, beaucoup de mes collègues l'auraient fait. Mais j'ai choisi plutôt de m'engager avec elles, de les traiter comme des communications d'une partie de moi-même qui avait été réduite au silence par l'éducation rationnelle et l'ambition professionnelle. Cette expérience m'a enseigné ce que je considère maintenant comme la vérité fondamentale de la transformation psychologique. Ce à quoi vous résistez persiste, et ce que vous affrontez se transforme. L'individu moderne croit qu'il peut penser son chemin vers la complétude, que la conscience seule suffit pour vivre. Mais la conscience n'est que la pointe de l'iceberg psychologique. En dessous se trouve l'inconscient personnel, contenant tout ce que nous avons oublié ou refoulé. Et plus profondément encore se trouve l'inconscient collectif, ce vaste réservoir de l'expérience humaine qui nous relie à chaque humain qui a jamais vécu, aimé et souffert. Dans mon travail clinique, j'observe le même schéma de manière répétée. Un homme d'affaires prospère vient me voir avec une dépression qu'aucune réussite ne peut guérir. Une mère dévouée ressent une rage inexplicable qui l'horrifie. Une personne religieuse commence à avoir des rêves qui contredisent tout ce qu'elle prétend croire. Ce ne sont pas des pathologies à éliminer, ce sont des invitations du soi, ce principe organisateur de la psyché entière, appelant l'individu vers la complétude. Mais accepter cette invitation nécessite un courage que notre culture ne cultive pas. Nous vivons dans une civilisation qui vénère l'esprit conscient, qui ne valorise que ce qui peut être mesuré, prouvé, catégorisé. Nous sommes devenus si identifiés à nos attitudes conscientes que nous traitons toute éruption de l'inconscient comme un ennemi à conquérir. Mais je vous dis, sur la base de milliers d'heures d'observation des mouvements de la psyché, que vos symptômes ne sont pas vos ennemis. La dépression est souvent la rébellion de la psyché contre une vie vécue de manière inauthentique. L'anxiété est fréquemment la reconnaissance par l'âme que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Ces perturbations que nous nous empressons de médicamenter sont en réalité le début de l'individuation, le processus par lequel une personne devient qui elle est vraiment, non pas qui elle a été conditionnée à être,
Le processus d'individuation n'est pas un luxe pour les esprits philosophiques, c'est une nécessité psychologique. Quand nous refusons cet appel à la complétude, la psyché n'accepte pas simplement notre refus. Elle commence à manifester ses exigences à travers le corps, à travers des compulsions, à travers des projections sur les autres. L'homme qui refuse de reconnaître sa propre nature féminine, ce que j'appelle l'anima, la projettera sur les femmes, les faisant porter sa propre complétude inconsciente. La femme qui nie son aspect masculin, l'animus, le trouvera, la contrôlant à travers des opinions rigides et des critiques destructrices. Nous devenons possédés par les parties mêmes de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. J'ai vu des patients se transformer, non pas par la force de la volonté, mais par un humble dialogue avec leur matériel inconscient. Une femme, professeure de mathématiques, est venue me voir après une série de rêves mettant en scène des déesses anciennes. Son esprit rationnel était horrifié par ces images primitives. Mais alors que nous travaillions avec les rêves, elle a découvert que sa psyché compensait une vie vécue entièrement dans l'abstraction. Les déesses n'étaient pas primitives, elles étaient des symboles d'une sagesse féminine que son éducation lui avait appris à mépriser. Alors qu'elle intégrait ces images, sa dépression s'est levée, non pas parce qu'elle a abandonné les mathématiques, mais parce qu'elle a appris à honorer à la fois la précision et l'intuition. C'est ce que j'entends par la fonction transcendante, la capacité de la psyché à unir les opposés dans une nouvelle synthèse. On nous apprend à penser en catégories soit ou rationnelles ou émotionnelles, spirituelles ou matérielles, bien ou mal, mais la psyché pense en et. Chaque force contient sa faiblesse, chaque vertu son ombre. Le saint qui nie sa capacité au mal devient rigide et critique. Le pécheur qui refuse de voir sa bonté reste piégé dans l'autodestruction. La complétude nécessite de reconnaître notre totalité. L'ombre, peut-être mon concept le plus mal compris, n'est pas simplement notre côté obscur, c'est tout ce que nous avons relégué à l'inconscient parce que cela ne correspond pas à notre image de soi. Pour une personne, l'ombre pourrait contenir l'agression et la sexualité. Pour une autre, elle pourrait contenir la tendresse et la vulnérabilité. J'ai travaillé avec des guerriers dont les ombres contenaient des poètes et des poètes dont les ombres abritaient des guerriers. Ce qui fait de quelque chose une ombre n'est pas sa qualité morale, mais son incompatibilité avec la persona, ce masque que nous portons pour naviguer dans la réalité sociale. Et voici l'une des grandes ironies de la psychologie. Plus notre persona est parfaite, plus notre ombre est substantielle. Je me souviens d'un pasteur qui est venu me voir tourmenté par des fantasmes violents. Il avait consacré sa vie à la paix et à la compassion. Pourtant, ses rêves étaient remplis de sang et de rage. Son esprit conscient était horrifié, convaincu qu'il devenait maléfique. Mais alors que nous explorions ces images, nous avons découvert que son ombre ne contenait pas le mal, mais la vitalité elle-même. Dans sa poursuite de la sainteté, il avait castré sa force vitale. La violence dans ses rêves était la tentative désespérée de sa psyché de restaurer l'équilibre. Ce n'est que lorsqu'il a appris à reconnaître sa capacité à la colère juste, à établir des limites, à dire non, que les fantasmes violents ont diminué. Il n'est pas devenu moins spirituel, mais plus authentiquement humain. Ce travail avec l'ombre n'est pas un exercice intellectuel, c'est une confrontation qui ébranle les fondements mêmes de l'identité. Quand vous voyez vraiment votre ombre, non pas comme théorie, mais comme réalité vécue, vous expérimentez ce que j'appelle la dissolution de la persona. Le masque que vous avez porté si longtemps que vous aviez oublié que c'était un masque commence à se fissurer. C'est terrifiant. Les patients rapportent souvent avoir l'impression de mourir et psychologiquement, ils ont raison. L'ego qui a régné par l'exclusion et le déni doit mourir pour que le soi émerge.
J'ai vécu cette mort moi-même pendant ce que j'appelle ma confrontation avec l'inconscient. Pendant des mois, j'ai été inondé d'images qui semblaient venir d'un autre monde. Un vieil homme sage, nommé Philémon, est apparu dans mes visions, m'enseignant des choses que mon esprit conscient n'avait jamais apprises. Le psychiatre rationnel en moi voulait rejeter cela comme des hallucinations, mais j'ai choisi de m'engager avec elles comme des réalités psychologiques. En peignant ces visions, en dialoguant avec ces figures, j'ai découvert que la psyché est peuplée de complexes autonomes qui ont leur propre sagesse, leur propre perspective, leur propre don à offrir à la conscience. Cette technique, que j'appelle l'imagination active, est devenue centrale dans ma méthode thérapeutique. Plutôt que d'analyser les rêves de l'extérieur, j'encourage les patients à y rentrer, à dialoguer avec les figures oniriques, à laisser l'inconscient parler directement. Un homme d'affaires, tourmenté par des rêves d'un enfant négligé, a découvert par l'imagination active que cet enfant représentait sa créativité abandonnée. L'enfant ne voulait pas qu'il quitte les affaires, mais qu'il apporte du jeu et de l'innovation à son travail. C'est la sagesse de la psyché. Elle ne demande pas que nous abandonnions nos vies, mais que nous les vivions plus pleinement. Le monde moderne résiste à cette approche parce qu'elle nécessite d'admettre que la conscience n'est pas maître de la maison psychologique. Nous préférons l'illusion du contrôle, même quand cette illusion nous tue. Je vois cela particulièrement dans le phénomène que j'appelle l'esprit de masse de notre époque. Les individus qui n'ont jamais développé leur propre autorité intérieure deviennent la proie de mouvements collectifs, d'idéologies politiques, d'hystérie de masse. Ils échangent le travail difficile de l'individuation contre la fausse sécurité de l'appartenance à la foule. Mais la foule ne mène jamais à la complétude, seulement à la possession par des projections d'ombre collectives. Le processus d'individuation exige que nous retirions ces projections, que nous possédions ce que nous avons placé sur les autres. L'homme qui voit toutes les femmes comme des anges ou des démons doit reconnaître la double nature de sa propre anima. La femme qui expérimente toute autorité comme oppressive doit confronter sa propre volonté de puissance. C'est un travail douloureux parce qu'il signifie abandonner la position de victime, reconnaître notre participation à notre propre souffrance, mais c'est aussi libérateur parce qu'il nous rend le pouvoir que nous avons donné. On me demande souvent quelle est la relation entre l'individuation et la spiritualité. Ma réponse dérange à la fois les religieux conventionnels et les athées. Le soi, ce centre et circonférence de la psyché, est indiscernable de l'image de Dieu dans l'âme humaine. Mais ce n'est pas le Dieu de la théologie ou de la doctrine. C'est la réalité psychologique vivante qui transcende et inclut l'ego. Quand les patients touchent cette réalité, ils la décrivent invariablement en termes lumineux. Ils parlent de rentrer chez eux, de se souvenir de quelque chose de toujours connu mais oublié, de se sentir à la fois infiniment petit et partie de quelque chose d'infini. Une patiente, une athée convaincue, est venue me voir après une série de rêves comportant des symboles religieux. Elle était horrifiée, convaincue que son inconscient trahissait ses convictions intellectuelles. Mais alors que nous travaillions avec ces images, elle a découvert qu'elle ne lui demandait pas de croire en une divinité externe. Elle pointait vers sa propre complétude non vécue, vers des aspects de sa psyché qui transcendaient les catégories rationnelles. Elle n'est pas devenue religieuse au sens conventionnel, mais elle a développé ce que je ne peux appeler qu'une attitude religieuse envers la psyché elle-même, une révérence pour le mystère de son propre être. C'est ce qui distingue ma psychologie du simple traitement des symptômes. Je ne suis pas intéressé à rendre les gens normaux.
Normal est une fiction collective qui sert la stabilité sociale mais détruit l'authenticité individuelle. Je suis intéressé à aider les individus à devenir qui ils sont vraiment, même si cela les fait paraître étranges au collectif. La personne individuée n'est pas bien ajustée au sens conventionnel. Elle est ajustée à sa propre vérité intérieure, ce qui la met souvent en contradiction avec les valeurs collectives. La question du mal m'a hanté tout au long de ma carrière, particulièrement après avoir été témoin des horreurs de 2 guerres mondiales. Comment des personnes civilisées, éduquées, pouvaient-elles participer à une telle obscurité? La réponse, je crois, ne réside pas dans une force externe, mais dans notre refus de reconnaître notre propre capacité de destruction. Chaque humain porte en lui tout le spectre des possibilités humaines, du saint au monstre. Ceux qui commettent les plus grands maux sont souvent ceux qui se sont le plus complètement identifiés au bien, qui ont poussé leur ombre si loin dans l'inconscient qu'elle opère de manière autonome, les possédant dans les moments de crise. J'ai appris cela personnellement à travers une découverte troublante. Pendant mes explorations de l'inconscient, j'ai rencontré des aspects de moi-même qui contredisaient tout ce que je croyais sur mon caractère. J'ai trouvé de la mesquinerie là où je pensais qu'il y avait de la générosité, de la cruauté, où j'assumais de la compassion, de la lâcheté, derrière mon courage intellectuel. Mon premier instinct était de nier ces découvertes, de les expliquer comme des anomalies. Mais j'ai appris que ce que nous nions en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres, et ce que nous projetons, nous l'attaquons. L'homme qui déteste violemment la malhonnêteté se défend souvent contre ses propres mensonges cachés. La femme qui ne peut tolérer la faiblesse chez les autres fuit généralement sa propre vulnérabilité. Cette compréhension m'a conduit à développer ce qui pourrait sembler être une approche thérapeutique paradoxale. Au lieu d'aider les patients à devenir de meilleures personnes, je les aide à devenir des personnes plus complètes. La mère qui vient me voir consumée par la culpabilité de sa haine occasionnelle envers ses enfants n'a pas besoin d'être convaincue qu'elle est une bonne mère. Elle a besoin de comprendre que l'amour et la haine ne sont pas des opposés, mais des partenaires dans la danse de la relation authentique. Ce n'est que lorsqu'elle peut reconnaître toute sa gamme émotionnelle qu'elle peut cesser d'être possédée par ce qu'elle nie. Le processus de devenir conscient n'est pas une illumination graduelle, mais une série de découvertes humiliantes. Chaque fois que nous pensons avoir cartographié notre psyché, nous découvrons de nouveaux territoires de contenu inconnu. J'analyse mes propres rêves depuis 40 ans et ils me surprennent encore, révélant des aspects de moi-même que je n'avais pas soupçonnés. C'est pourquoi je dis que l'individuation n'est pas un objectif à atteindre, mais un dialogue de toute une vie entre la conscience et l'inconscient, une circumambulation du soi qui n'atteint jamais son achèvement final. L'un de mes cas les plus significatifs concernait une femme qui avait construit toute son identité autour du fait d'être serviable et désintéressée. Elle est venue me voir épuisée, vidée, secrètement pleine de ressentiment envers tous ceux qu'elle aidait. Ses rêves étaient remplis d'images d'une femme féroce qui prenait ce qu'elle voulait sans s'excuser. Cette figure horrifiait son esprit conscient qui avait été façonné par des générations de femmes qui avaient survécu par le sacrifice de soi. Mais alors que nous travaillions avec cette figure d'ombre, elle a découvert qu'elle ne lui disait pas de devenir égoïste, mais de reconnaître que son aide avait été contaminée par un désir inconscient de contrôle. Elle avait aidé les autres pour éviter de faire face à ses propres besoins, ses propres désirs, sa propre vie authentique. La transformation qui a suivi n'était confortable pour personne dans sa vie. Elle a commencé à dire non. Elle a poursuivi des intérêts qui ne servaient personne d'autre qu'elle-même. Sa famille était perturbée, ses amis confus. Mais quelque chose de remarquable s'est produit.
alors qu'elle intégrait son ombre, son désir authentique d'aider les autres est revenu, mais maintenant il venait de la plénitude plutôt que du vide, du choix plutôt que de la compulsion. Elle est devenue vraiment serviable pour la première fois parce qu'elle n'utilisait plus les autres pour s'éviter elle-même. Cela pointe vers un autre aspect crucial de l'individuation. Ce n'est pas un voyage privé, solitaire. Nous nous individuons dans la relation, à travers la relation, souvent contre la relation. Les autres personnes, particulièrement celles qui nous sont les plus proches, servent d'écran pour nos projections. Les qualités qui nous irritent le plus chez les autres sont souvent des aspects non reconnus de nous-mêmes. La personne qui vous pousse à une colère irrationnelle porte quelque chose de votre ombre. Cela ne signifie pas qu'elle ne possède pas de qualités irritantes, mais votre réaction disproportionnée signale que quelque chose d'inconscient est constellé. J'ai observé que les mariages commencent souvent par une projection mutuelle de l'archétype contrasexuel. Un homme projette son anima sur une femme, voyant en elle toute la beauté, le mystère et la profondeur émotionnelle qu'il ne peut reconnaître en lui-même. Une femme projette son animus sur un homme, expérimentant à travers lui l'assertivité et la clarté qu'elle n'a pas développées intérieurement. Cela crée l'intoxication que nous appelons tomber amoureux. Mais la projection ne peut pas être maintenue indéfiniment. Finalement, la personne réelle commence à transparaître à travers l'image projetée, conduisant à la désillusion et au conflit. Pourtant, cette désillusion, aussi douloureuse soit-elle, offre la possibilité d'une vraie relation et d'un amour authentique. Quand nous retirons nos projections, quand nous voyons l'autre tel qu'il est réellement plutôt que comme des écrans pour nos contenus inconscients, nous pouvons commencer à nous rapporter à eux comme de véritables autres. Et en apprenant à aimer le réel plutôt que le projeter, nous développons la capacité d'aimer notre propre réalité, y compris ces aspects que nous trouvions auparavant inacceptables. Les implications collectives de ce travail individuel ne peuvent être surestimées. Chaque personne qui refuse de faire son travail intérieur, qui projette son ombre sur les autres, contribue à l'obscurité collective. Le dictateur qui commet des atrocités n'est possible que parce que des millions d'individus ont projeté leur propre obscurité sur l'ennemi désigné. La guerre n'est pas causée par des dirigeants maléfiques, mais par les ombres non vécues accumulées de populations entières. C'est pourquoi je dis que l'avenir de l'humanité ne dépend pas de solutions politiques ou économiques, mais d'individus prenant la responsabilité de leur propre contenu inconscient. Alors que j'approche de la fin de ma vie, on me demande souvent ce que j'ai appris sur le but ultime de l'existence humaine. Ma réponse pourrait décevoir ceux qui cherchent du réconfort. Nous sommes ici pour devenir conscients. Pas heureux, pas réussis, pas même bons, mais conscients. C'est la tâche que la psyché place devant nous et elle est à la fois terrible et merveilleuse. Terrible parce que la conscience apporte la souffrance, tout le poids de nos contradictions, nos limitations, notre mortalité. Merveilleuse parce que ce n'est qu'à travers la conscience que nous pouvons participer à la création continue du monde, que nous pouvons ajouter notre petite lumière à la somme de la conscience humaine. La fonction religieuse de la psyché, que le rationalisme moderne a essayé d'éteindre, ne peut être détruite parce qu'elle n'est pas une question de croyance, mais d'expérience. J'ai été assis avec des centaines de patients au moment où ils rencontrent pour la première fois le soi, ce principe organisateur qui transcende et inclut l'ego. Sans exception, ils le décrivent en termes qui ne peuvent être qualifiés que de religieux. Un sentiment de rentrer chez soi, de se souvenir de quelque chose d'éternel, de toucher une réalité plus réelle que l'existence quotidienne. Ce n'est pas une régression vers la foi enfantine, mais une progression vers l'expérience spirituelle mature.
où le divin n'est pas projeté sur des figures externes, mais découvert comme la couche la plus profonde de son propre être. Pourtant, je dois mettre en garde contre le contournement spirituel que je vois chez beaucoup qui prétendent à l'illumination. Ils parlent de transcender l'ego avant d'en avoir développé un, de l'amour universel tout en étant incapables de relations personnelles, de conscience cosmique tout en étant incapables de garder un emploi ou de maintenir des amitiés. Le soi n'est pas atteint en s'élevant au-dessus des préoccupations humaines, mais en descendant à travers elles. Nous devons d'abord devenir quelqu'un avant de pouvoir devenir personne. Nous devons d'abord réaliser la séparation avant de pouvoir expérimenter l'unité véritable. Le rêve qui a clarifié cela pour moi est venu tard dans ma carrière. Je me voyais comme un arbre ancien dont les racines descendaient aussi profondément dans l'obscurité que ses branches s'étendaient vers la lumière. L'arbre poussait simultanément dans les deux directions et j'ai compris que c'est la nature de l'individuation. Nous ne transcendons pas notre nature terrestre, mais nous nous y enracinons plus profondément tout en nous ouvrant simultanément aux possibilités transcendantes, le ciel et la terre, l'esprit et la matière, la conscience et l'inconscience. Tout doit être maintenu en tension vivante. Ce maintien de la tension, ce que j'appelle la fonction transcendante, est peut-être l'aspect le plus difficile du travail psychologique. Nos esprits veulent la résolution, la clarté, les réponses finales. Mais la psyché opère à travers le paradoxe, à travers le mariage des opposés qui produit une troisième chose, ni compromis, ni victoire, mais véritable nouveauté. La personne qui peut maintenir la tension entre ses vertus et ses ombres, entre ses aspects masculins et féminins, entre ses besoins individuels et ses responsabilités collectives, devient un canal pour qu'une nouvelle conscience entre dans le monde. Je pense à un patient, un scientifique, qui est venu me voir à l'âge mûr avec une dépression qu'aucun médicament ne pouvait toucher. Ses rêves étaient remplis d'imagerie médiévale, de symboles alchimiques, de motifs religieux que son esprit rationnel trouvait embarrassants. Il voulait que j'interprète ses rêves en termes biologiques, que je les réduise à des pulsions sexuelles ou des traumatismes d'enfance. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit que sa psyché exigeait qu'il développe une relation avec le mystérieux, le non rationnel, le symbolique. Il a résisté pendant des mois, mais a finalement commencé à peindre ses rêves, à étudier les textes alchimiques qui y apparaissaient, à prendre au sérieux ce qu'il avait toujours rejeté comme superstition. Ce qui a émergé n'était pas une conversion à l'irrationalité, mais une expansion de sa conscience pour inclure à la fois la précision scientifique et la pensée symbolique. Sa dépression s'est levée non pas parce qu'il a trouvé des réponses, mais parce qu'il a appris à vivre les questions. Il a découvert que le même univers qui pouvait être mesuré et quantifié était aussi un mystère vivant qui parlait en symboles et synchronicité. Il n'a pas abandonné la science, mais a découvert sa dimension sacrée. C'est ce que j'entends quand je parle de la réalité de la psyché. Les images qui surgissent de l'inconscient, les rêves qui nous visitent la nuit, les fantasmes que nous rejetons comme sans signification, tout cela est aussi réel que n'importe quoi dans le monde matériel. Ils ont le pouvoir de guérir ou de détruire, de guider ou d'égarer, de transformer ou de fixer. Le préjugé moderne selon lequel seules les choses matérielles sont réelles nous a appauvris, nous a coupé des sources même de renouvellement et de sens qui pourraient aborder notre crise collective. Alors que je me prépare à ma propre mort, je n'ai pas peur. La mort n'est pas l'opposé de la vie, mais son achèvement, l'individuation finale, où l'ego retourne au soi d'où il a émergé. J'ai trop vu de la réalité de la psyché pour croire que la conscience s'éteint simplement.
quelque chose continue, peut-être pas l'ego personnel avec ses souvenirs et ses préférences, mais quelque chose d'essentiel, quelque chose qui n'est pas jamais né et ne peut donc pas mourir. Ce n'est pas une croyance, mais une observation psychologique, le même empirisme qui a guidé toute ma carrière. Mon dernier mot à ceux qui voudraient comprendre la psyché humaine est celui-ci. Faites confiance au processus. Les symptômes qui vous tourmentent, les rêves qui vous intriguent, les compulsions qui vous embarrassent, tout cela sont des tentatives du soi d'atteindre la conscience, de se compléter à travers votre expérience vécue. Votre souffrance n'est pas sans signification, mais pleine de sens, non pas une punition, mais une invitation. La même force qui pousse la graine à devenir l'arbre, qui transforme la chenille en papillon, opère dans votre psyché, vous déplaçant vers la complétude que vous coopériez ou résistiez. Le chemin à suivre n'est pas de vaincre l'inconscient, mais de s'en faire un ami, non pas de renforcer l'ego, mais de le relativiser, non pas d'atteindre la perfection, mais d'accepter l'achèvement. Nous ne sommes pas des problèmes à résoudre, mais des mystères à vivre. Et en vivant ce mystère consciemment, nous participons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui avait besoin de nous pour devenir conscient, afin qu'il puisse aussi se connaître plus pleinement. C'est notre fardeau et notre gloire, notre crucifixion et notre résurrection, le prix et le prix d'être humain.